Now your mother missed on purpose. One day she won't, and then I'll be in here with you. I'm hearing voices in my sleep again. About my brother and my father. No, I see their faces too. But also now, Campari and Borzacchini, my two good friends who died on the same day, 24 years ago this week at Monza, on that evil afternoon. Ghosts. There was a time I loved your mother, beyond reason. Well, she was a different creature then. But so was I. I see you too, you know. Every moment I close my eyes, your face, I want to see you. Tony. Ouais. T'as vu ça? Il se passe la même chose dans le film. Ah, t'inquiète, c'est de la merde ce film. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important. C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important? C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme horaire parce que c'est l'heure d'aller dormir. Remarque, une fois, je me souviens, il m'était couché vers minuit 10. Pourtant, j'étais fatigué après. Oh, j'y passerai des jours, des nuits, des mois s'il le faut. Ah, nom de Dieu, bordel de merde. Oh, tu m'en dingue. Je m'en fous. Oh, je suis fou. Oh, troll, c'est trop bien. Oh, ton cul. C'est mon génie. You lack commitment. Look at the Maserati team. Fangio, Berra, Stirling Moss. Hard-nosed pros. Men with a brutal determination to win. With a cruel emptiness in their stomachs. Detached men. Loyal to one thing, not the team. Loyal to their lust to win. It rains. The track is slippery with oil. An evil-handling car. Will they falter? No. My spring team. Courageous. Skillful, yes. Recently in school. Aristocrats, straight from Almanac de Gotha. Gentleman sportsman, very nice. On the straight into the tight corner at Nouveau Monde, there's only one line through it. Berra pulls up next to you. Challenging. You're even. But two objects cannot occupy the same point in space at the same moment in time. Berra doesn't lift. The corner races at you. You have perhaps a crisis of identity. Am I a sportsman or a competitor? How will the French think of me if I run Berra into a tree? You lift, he passes. He won, you lost. Because at that same moment, Berra thought, fuck it, we both die. Make no mistake, all of us are racers, or I have been. We all are certain it will never happen to me. Then my friend is killed. I give up racing forever on Monday. I'm back racing by Sunday. We all know it's our deadly passion. Our terrible joy.
But if you get into one of my cars and no one is forcing you to take that seat, you get in the win. Break later. Steal their line. Bonjour et bienvenue, vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission nécrophile de Canal B avec bien sûr le docteur Moreau. Bonjour Antonin. Salut les kids. Et merci de nous accueillir dans les nouveaux studios bis de Canal B pour une émission consacrée principalement et même exclusivement d'ailleurs au cinéma américain, notamment à Michael Mann avec la sortie de son dernier film Ferrari, qui malheureusement ne sortira pas en salle et que nous verrons au début mars sur Amazon Prime, si je ne dis pas il me bêtises, semble que c'est ça, ouais. genre, voilà, sur une plateforme. Certains pays dans le reste du monde ont eu le droit à une sortie cinéma. Je crois que la Belgique notamment. Oui, bien sûr. Ouais. De voir le film sur grand écran. On reviendra donc sur ce Ferrari de Michael Mann et puis si le temps nous le permet, on reviendra peut-être sur Coppola, Sofia, sur Todd Haynes et puis un documentaire Netflix consacré à la musique populaire. Du riz, c'est la création du morceau du riz pour la Somalie, c'est ça? C'est ça, exactement. Ouais. Voilà, avec Michel Jackson et tous ses copains. On verra si on a le temps, puisque c'est vrai que un film de Michael Mann, c'est censé être quand même un événement extraordinaire. Malheureusement, en fait, je pense que c'est dû peut-être au semi-échec, voire au gros échec de Hacker. Michael Mann n'a plus les grâces en fait. Oui, il y a un peu de ça. Après, c'est vrai qu'on en parle même un petit peu tôt déjà, parce que c'est vrai que le film en tout cas est daté au 8 mars en France en tout cas. Il est évidemment disponible quand on a un jet privé pour aller à Los Angeles pour le voir sans problème. Moi, c'est vrai que c'est pas que ça m'obsède, mais c'est un truc que j'ai vu déjà il y a 2 semaines et que j'ai revu et que je me suis dit, j'ai quand même trop envie d'en parler, mais peut-être qu'on y reviendra plus tard. Tu me disais toi-même que tu auras envie de le revoir. Oui, une vision, j'ai le sentiment que c'était pas suffisant en fait, parce que du coup c'est comme voilà, c'est riche en fait, et tu te dis il y a rien qui est laissé au hasard non plus. Donc voilà, c'est ce moment du film par exemple où j'ai pas non, il y a forcément quelque chose, c'est-à-dire que rien n'est fait au hasard. Je pense, ouais. Moi j'avais très peur en fait, parce que je me disais que Michael Mann, ça y est, c'était fini en fait. Moi j'avais adoré Hacker, mais déjà il y avait des problèmes on sentait qu'il y avait une perte de mainmise en tout cas sur le projet, du fait d'un montage qui lui avait peut-être un petit peu échappé et tout ça. Donc moi je m'étais dit, du fait aussi des échos de la présentation du film à Venise, me semble-t-il, qui était un petit peu tiède, où je me suis dit on va avoir Ferrari en plus, c'est pas c'est un vieux projet. Et vrai, pour revenir justement sur l'inquiétude, c'est vrai qu'il y a quelques années, quand Ford contre Ferrari est sorti, produit par Michael Mann d'ailleurs, avec justement beaucoup d'accent de James Mangold qu'on avait, qui est génial, un film super. Moi j'aimais beaucoup et j'avais le sentiment que Mangold avait repris clairement le projet de Mann. En plus on retrouvait une musique similaire. Enfin il y avait beaucoup de choses qui faisaient penser vraiment à Michael Mann en fait là-dedans. Et tu dis Michael Mann il fera pas du coup son film Ferrari. Quand finalement le projet, quand on nous dit aussi Michael Mann fait son film sur Ferrari, tu dis qu'est-ce qu'il va faire de plus que justement le film de Mangold. Et puis en sachant qu'il a eu beaucoup d'autres projets depuis Hacker, il a aussi produit et réalisé d'ailleurs le premier épisode de la série Tokyo Vice par exemple. Le premier épisode d'ailleurs était vraiment super. Le reste de la série, de la première saison en tout cas, était laissé beaucoup plus à désirer. La deuxième saison d'ailleurs a démarré là pendant qu'on parle. Et puis il avait encore beaucoup d'autres projets, c'est-à-dire que Michael Mann il a combien, 75 ans maintenant? Ouais, 80 je crois même. 80 même. Il me semble. Qu'est-ce qu'il va pouvoir encore, est-ce qu'il en a encore sous le pied? Qu'est-ce qui se passe exactement aussi Oui, je pense qu'après tous les petits projets qu'il pouvait avoir parallèles, comme la réalisation du pilote de Tokyo Vice, c'est aussi histoire de faire tourner sa boîte de production. Il y a aussi ça. C'est des réalités économiques. Les gens ils ont des employés. Oui, c'est super. C'est filmé par Michael Mann. C'est super. Ça c'est clair. Mais après c'est vrai que tout part à volo dès qu'il quitte le bateau, c'est plus possible.
Voilà, moi en tout cas, moi en fait, je misais même pas trop un cachou en fait sur Ferrari. Je suis très, et je serais sûrement un petit peu flou sur le film, mais en fait moi le film m'a hyper ému, mais dès la première vision. Et c'est vrai que, et pour le coup, moi je m'attendais. En fait, si j'avais un horizon d'attente, c'est que je me disais bon voilà, on va avoir une sorte de redite vu qu'on connaît plutôt bien Michael Mann, on va avoir une sorte de redite un petit peu grotesque des tropes un petit peu manniens tels qu'on les a beaucoup vus dans ces films, beaucoup étudiés parce que ça a été un petit peu un des grands chantiers, en tout cas critiques et cinéphiliques de ces 15 dernières années pour nous et pas que pour nous évidemment, mais de voir et de revoir, de redécouvrir un petit peu le cinéma de Mann. Et je me dis je me disais, ça se trouve, ça va être vraiment juste une sorte de redite de choses déjà connues par un cinéaste devenu un petit peu gâteux et grabataire, dans le sens où voilà, je refais ce que je fais déjà. Et j'ai été très étonné d'être très ému par le film et de même pas avoir réfléchi pendant tout le film, de dire c'est un film de Mann, mais pas du tout. À la limite, je me disais ouais, ça ressemble vachement, je ressens une émotion, et ça a été ma première intuition, en tout cas ressentie, c'est que j'étais très ému. Je me disais c'est un peu comme si c'était un film de Coppola. En fait, c'est ça que j'ai ressenti. Et j'y pensais parce que c'est vrai. Alors. Le fait est qu'on parle du coup d'un créateur de voitures de course, et c'est vrai que moi j'ai pensé à Tucker, voilà, évidemment, en me disant on se retrouve du coup avec un portrait justement du créateur, donc du cinéaste, comme Tucker pouvait l'être pour Coppola justement, donc ce film des années 90 avec Jeff Bridges, donc ce créateur de voitures automobiles qui fait les voitures, qui crée les voitures dans son coin en indépendant, et qui doit lutter contre des majors, et on va lui mettre des bâtons dans les roues. Avec Michael Mann, évidemment, le portrait de Ferrari était différent. C'est justement, Michael Mann, c'est pas un indépendant comme Coppola aurait souhaité l'être. Donc, on a affaire à quelqu'un qui est déjà justement reconnu et qui doit montrer à quel point justement il est plus fort que les autres, il va plus vite que les autres, et il devance tout le monde, quoi. Et le film aurait pu se limiter justement à ce portrait, sauf que je te laisserai en causer. Mais en effet, le Ferrari de Michael Mann, ce personnage de Ferrari, on le voit assez peu justement créer en fait. Oui, c'est un peu un chef d'entreprise en fait. Et c'est aussi quelqu'un qui est peut-être en difficulté économique dans sa stature de chef d'entreprise en tout début de film. Mais j'ai l'impression que le film n'insiste pas non plus trop dessus, mais en tout cas c'est quelqu'un qui est arrivé. C'est pas un maverick, c'est pas quelqu'un qui est comme on a pu le voir beaucoup chez Mann, de personnages qui sont un petit peu à la marge, qui sont des gens qui ont effectivement une sorte de ligne dont ils maîtrisent à peu près tous les rouages, et ils essayent de tracer une sorte de sillon droit. Ils ont leur code, le fameux truc très très mannien. Solitaire, là quoi. On a vraiment au contraire quelqu'un qui certes est solitaire, mais qui est aussi quelqu'un qui est dans une pleine domination, dans pleine lumière, quelque part, quoi. Et ses principaux soucis sont économiques, en fait, presque. Il a un principal souci qui est économique, qui fait partie, en tout cas, c'est un des trucs du scénario. Mais moi, ce qui m'a le plus, en fait, vraiment étonné, c'est à quel point le film puait la mort par tous les côtés, quoi. C'est ça qui m'a vraiment étonné. On sait que dans les films de Mann, en général, effectivement, c'est des personnages qui sont toujours très machiniques, qui ont vraiment une sorte de ligne comme ça, et qui vont tout droit, mais qui sont habités par une sorte d'énergie qui les font accomplir quelque chose, un objectif qu'ils se sont fixés, quoi. Là, dans Ferrari, déjà ça pue la mort en termes narratifs, c'est-à-dire que le personnage de Ferrari, d'Enzo Ferrari, ça commence carrément, la deuxième scène c'est dans un caveau, c'est pour voir son fils, la troisième scène c'est un de ses coureurs, donc presque un autre de ses enfants qui meurt, avec sa femme, ça se passe dans la pénombre et tout ça, parce que le mariage il est mort. À la limite, t'as un petit peu de luminosité dans un mariage, mais qui est lui dans l'ombre. Donc tu dis, mais ça pue la mort de tous les côtés. Ceci dit, tout ça c'est tempéré par un autre truc qui est dans le film aussi, c'est que c'est
presque de l'Italie porn, quoi. Et donc au contraire de vraiment de la lumière porn, quoi. C'est-à-dire voilà, on va avoir des paysages italiens, et visuellement le un film truc est assez voilà, ça, il est rutilant. Enfin voilà, il est rutilant, t'as du paysage, il y a de la t'as de la subtilité carrosserie, aussi là-dedans, oui bien sûr, mais t'as vraiment tout ce côté très chaleureux, genre à la limite dès que t'es dans une cuisine c'est en train de faire des raviolis, ça parle avec l'accent du sud. Il y a ce truc que moi j'ai même pas remarqué à la première vision, c'est que les acteurs anglais parlent avec l'accent italien. Tu dis la convention la plus stupide du monde, mais moi j'ai même pas remarqué parce que j'étais complètement embarqué et je trouvais que Penelope Cruz et Adam Driver, ils étaient impériaux, quoi, mais vraiment. Oui, alors Adam Driver, je peux le dire tout de suite, enfin, franchement, moi je trouve impeccable, j'y croyais pas du tout, hein. En fait, maintenant je me suis fait avoir complètement. Ah oui, complètement. Ils sont super, quoi. Mais il y a un truc, ça raconte, je vais essayer de pas trop déflorer le film parce que bon, en même temps il y a pas non plus grand chose à déflorer, mais voilà, c'est quand même des mecs c'est quelqu'un qui et qui est aussi, ça c'est intéressant même si on le met dans une perspective autoriste, c'est que c'est quelqu'un qui a arrêté son activité, en fait c'est quelqu'un qui n'est plus pilote de course, mais qui est au contraire chef d'entreprise. Donc du coup lui il gère un cheptel de pilotes de course qui conduisent des machines qu'il ne construit pas lui-même mais qu'il conçoit, et qui va les envoyer sur les circuits ou différentes courses pour qu'ils gagnent. Mais c'est quelqu'un qui du coup n'est pas c'est peut-être un homme d'action, quelqu'un qui a une vraie, on va dire un vrai qui a cet aspect très professionnel du héromanien, c'est de gagner une certaine course pour pouvoir continuer. Bien sûr, c'est son objectif, mais par contre, lui, en termes d'activité, en termes d'homme d'action, non, c'est quelqu'un qui n'est pas dans l'action en termes de concrète, quoi. Contrairement à beaucoup de films Mania. Les autres films de Mann, on a toujours quelqu'un qui, justement, est le professionnel, complètement, qui va devoir mettre les mains. Bien sûr, donc ça serait un truc un peu différent. Alors moi, ça m'a fait, en fait, en regardant le film, je me suis dit, j'étais hyper ému, en fait, par le truc, parce que je me disais, c'est à la fois hyper chaleureux et hyper tragique. Il y a une façon de gérer la mort dans le film qui est très étrange. On a ouvert l'émission avec une scène où Adam Driver parle à son fils dans son caveau, qui est vraiment très objectivement mortuaire, mais on va avoir plein de scènes où voilà des gens assez proches de l'entourage du personnage principal de Ferrari, d'Adam Driver, meurent, mais le film va s'évertuer un petit peu à aller au-delà de ça pour continuer à aller, il faut continuer à aller de l'avant. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, ah oui, ça me rappelle un film, ça me rappelle Seuls les anges ont des ailes de Howard Hawks, qui est un chef-d'œuvre incroyable de Howard Hawks, qui raconte un petit peu les pilotes de la voie postale dans l'Amérique du Sud dans les années entre les années 30 et entre deux guerres, quoi, qui est tout un film absolument génial, un des films d'aventure ultime et un des spectacles les plus entraînants de l'histoire du cinéma à mon sens, mais qui a comme sujet aussi ce rapport à la mort de tous ces gens qui sont des trompes-la-mort, c'est-à-dire qu'ils savent très bien qu'ils ont un métier hyper dangereux et qu'il faut absolument masquer le fait que ils vont probablement mourir et qu'ils sont entourés d'anciens camarades, de camarades qui sont morts et qui sont des fantômes autour d'eux, et que il faut faire comme si ça n'existait pas, tout en ayant conscience, parce que ça va permettre de voilà. Donc, et en fait ce film là, on sait qu'entre Hawks et Mann, en termes purement d'histoire des formes, c'est très proche, hein. On a ce rapport très 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 fort entre un cinéma d'action peuplé de personnages qui sont c'est un cinéma très existentiel, mais de personnages qui s'oublient, qui perdent leur propre essence à la limite dans la réalisation d'actions qu'ils se sont fixés eux-mêmes. En tout cas, il y a une sorte de coïncidence totale entre l'action qu'on fait et l'existence, quoi, entre l'être et le faire. Et donc chez Hawks, il y a vraiment ce truc-là. En fait, Ferrari est une sorte de reprise de cette chose-là. C'est Après, moi, je trouve que le film est taré pour plein de sens, que j'arrive pas trop à saisir ce qui ferait vraiment comment il pourrait s'inscrire chez Mann, ou ce que le film non pas veut dire, mais quel cœur il peut avoir. Mais j'ai l'impression que ce cœur-là, il est relativement sombre. J'ai quand même l'impression de voir un film d'un vieux monsieur,
en fait, mais d'un vieux monsieur au bon sens du terme, c'est-à-dire d'un vieux monsieur comme quand John Huston fait je sais plus quoi, son film avec sa fille, qui est aussi un film de vieux monsieur, Les gens de Dublin, qui est un film extrêmement maîtrisé, presque très chaleureux d'intérieur à tout ça, mais qui pue la mort de partout, qui est très maîtrisé. Voilà, j'ai quand même l'impression de voir un film comme ça. Et surtout que voilà, dans ce film-là, qui n'est pas du tout un drame d'intérieur, il y a quand même une maîtrise de moyens qui est juste hallucinante, parce que les scènes de course c'est la moindre des choses quand même. Ouais, c'est la moindre des choses, c'est clair, mais elles sont complètement dingos en fait, quoi. Elles sont pas c'est-à-dire qu'elles occupent pas vraiment le centre, mais on sent que voilà, Mann sait filmer ça, et qui prend son pied à filmer de la belle carrosserie qui part à toute blinde sur on retrouve bien Michael Mann à ce moment-là. C'est quelque chose qu'on retrouve dans, je pense, tous ses films. C'est-à-dire qu'à un moment, quand il y a une belle bagnole, il aime bien filmer une belle bagnole. Moi, j'avoue que c'est pas quelque chose qui me touche particulièrement. C'est-à-dire j'avais le même souci avec Miami Vice, par exemple. J'adore Miami Vice. Il y a des plans de bagnole que je trouve fascinants. Après, régulièrement, moi, de le voir filmer des jolis bateaux ou des belles bagnoles, quand ça touche à un personnage, quand ça exprime aussi quelque chose, une émotion, ouais, je suis vendeur, mais c'est pas toujours le cas à mon sens. Et là, il y a des moments, par exemple dans Ferrari, où j'avais l'impression... Mais encore une fois, je l'ai vu qu'une fois et je me suis dit tout de suite, il va falloir que j'en revoie ce film, parce qu'il y a un truc que j'ai pas cerné, alors que je sens bien qu'il y a quelque chose derrière. En fait, c'est pas régulier, c'est pas souvent. Là, surtout dernièrement, en fait, je peux voir un film et de me dire ça, en fait. Mais malgré tout, j'ai eu ce sentiment-là. Et je me suis posé la question, est-ce qu'il n'est pas en train de se faire plaisir à filmer des bagnoles, parce que c'est son kiff, en fait, et qu'il aime bien. Mais je pense qu'il n'y a pas tant que ça. Moi, des choses un petit peu... Parce qu'il en a fait des pubs, peut-être pas pour Ferrari, mais des pubs pour des bagnoles. Michael Mann, il en a tourné, par exemple. Oui, on sait. Et puis, voilà, il y a des liens entre, justement, les pubs, ce qu'il filme, Miami Vice, la série aussi, et voilà. Là, on est dans le cinéma au départ, donc on se dit, il n'est pas en train de faire une expérimentation comme dans une publicité ou une série télé. Il est censé arriver justement à un truc justement abouti. On sait que c'est très réfléchi, que c'est très travaillé. Là, ce qu'on voit dans le film, moi j'imagine qu'il a filmé d'autres choses, qu'il a coupé. Donc tout ce qu'on a dans cet objet final, et c'est un monsieur de 80 ans. On sait que il passe son temps à bosser, que c'est... Tout ce qu'il y a là dans cet objet-là, c'est quelque chose de très réfléchi, de précis même. Je pense que c'est l'un des hommes les plus précis du monde. Oui, bien sûr, mais tu vois, il donne pas cette impression-là. C'est pas Kubrick. Tu t'es pas devant un objet cerveau devant son film. C'est censé, même si tu dis que c'est mortuaire. Sauf que le film est aussi en fait plein de vie, plein d'énergie, constamment, plein de rythme. Il est surtout d'une élégance. Enfin, vraiment d'une. Enfin, pour moi, je regarde ça, je me dis putain, l'élégance du film. Comment c'est filmé et tout ça, c'est vraiment l'un ou l'autre, tout est en même temps. Tout est en même temps. Ouais, tout est en même temps. Et je pense que t'as vraiment ce truc-là. Il y a tout un rapport. La comparaison que tu fais avec le Hawks, je pense. En effet, voilà, c'est-à-dire que dans le Hawks, c'est pareil. On est dans un film d'aventure, un film qui est calibré, qui est particulièrement. Il faut que ça soit séduisant. Il faut que ça soit. C'est un cinéma de la main tendue. Voilà. Et en même temps, en effet, c'est-à-dire qu'on est en train de te montrer un charnier quasiment. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est en fait ça raconte que ça. En fait, ça s'ouvre. Le film s'ouvre dans une chambre à coucher quasiment, mais directement dans la deuxième scène, c'est dans une chambre mortuaire, même pas une chambre mortuaire, mais un caveau. Le film se ferme quand même sur un homme qui emmène un enfant dans un caveau. C'est vraiment c'est assez démentiel. Tout en ayant la scène, justement ce sentiment de vie, parce qu'il l'emmène dans ce caveau pour dire je reste avec toi justement. Et bien sûr, mais il y a quand même au fond dans l'idée que l'un des arguments de Ferrari, un des enjeux, c'est genre putain, il faut faire perdurer ce nom, donc il faut qu'il y ait un enfant qui porte le nom de Ferrari, et pour ce faire, à la limite, on l'amène dans un caveau pour rencontrer celui qui aurait dû le porter. Mais c'est très ambivalent. Je sens que même dans le personnage de Penelope Cruz, qui est impériale là-dedans, elle est incroyable. Vraiment, ouais. Et c'est pareil, il y a ce truc-là, ce personnage.
On en parlera peut-être parce que les autres films dont on voulait parler, que ce soit le Presley de Coppola ou Priscilla ou même le Todd Haynes avec May December, on a ce genre de personnage justement féminin. Bien sûr. Et c'est impressionnant. Et Penelope Cruz, elle est impériale, comme mais tu ça disais, c'est assez dingue parce que t'as toujours ce truc, en tout cas ça c'est très important dans le film, dans Ferrari, ce côté la persona publique et la vraie personne. Donc évidemment Ferrari ayant une double vie, lui-même est le metteur en scène de sa propre vie, il a une sorte de double jeu, mais le personnage de sa femme qui vit dans l'ombre elle-même ne surjoue pas le rôle de la femme. Ça c'est quelqu'un de plutôt entier, mais elle est quelqu'un qui est plutôt caractérisé par une sorte d'obscurité, en tout cas qui vit plutôt chez elle et tout ça, et qui est une femme de l'ombre, qui est elle aussi un vrai personnage magnien, parce que quelqu'un d'extrêmement dans la maîtrise totale, parce que c'est elle qui maîtrise la société Ferrari, et c'est aussi une femme blessée totalement amoureusement, et surtout en tant que mère, car c'est quelqu'un qui a perdu son enfant, mais tu as quand même ce truc de la filmer comme une sorte de surpuissance de personnages vraiment d'une puissance folle, comme Ferrari, quoi. Et il y a un truc. Après, voilà, ne se laissera pas faire et qui cherche la maîtrise elle aussi. Oui, je pense. Et il y a une confrontation, et c'est peut-être un peu nouveau aussi c'est pas nouveau dans les films de Mann, j'allais dire, non, parce que Hit c'était justement ça, c'était la confrontation de deux maîtrises qui ont pas forcément qui ont une conception justement similaire, qui pourraient être proches, mais non, ils pourront pas cohabiter dans le même espace. C'était tout le propos justement du face à face entre De Niro et Pacino dans le diner. C'est ce que dit d'ailleurs Adam Driver dans l'extrait qu'on a entendu tout à l'heure. On peut pas occuper le même espace. Voilà, ils partagent peut-être la même conception de leur travail, mais ils peuvent pas partager le même espace. Du coup, on peut pas les filmer ensemble. Enfin, c'était cette séquence de diner où on les voit pas jamais ensemble parce que justement ils peuvent pas partager le même espace. Et là, on a la même chose justement avec ces deux personnages qui sont mariés femmes, c'est-à-dire qu'ils ont des conceptions similaires de comment ils doivent faire leur travail, mais en fait, elles sont pas elles peuvent pas fonctionner ensemble. Donc ils peuvent. Voilà, et c'est assez fascinant, mais on retrouve vraiment ces problématiques maniennes, et en termes de mise en scène, du coup, c'est assez brillant, je pense. J'ai pas vu d'analyse de séquence, et moi-même, vu que j'étais dans le film et que je l'ai pas revu, j'ai pas revérifié comment étaient filmées les confrontations et les séquences entre Adam Driver et Penelope Cruz, mais je pense que Michael Mann, lui, a réfléchi justement, quoi. Comment montrer justement ces deux personnages qui s'affrontent, qui vivent ensemble, qui sont mariés femmes, qui ont vécu des choses similaires et qui travaillent pour la même entreprise, justement. Et donc ont le même but tous les deux, mais qui peuvent pas qui peuvent pas en fait, ils sont ensemble, tous les deux dans la même dualité qui est complètement folle, c'est la volonté de se détruire l'un et l'autre et de subsister, de permettre leur subsistance l'un et l'autre. C'est un film qui est bourré de paradoxes assez fascinants, et sur lequel peut-être on reviendra plus tard, mais qui est assez dingo. On y reviendra, je pense, sur Ferrari de Michael Mann, qui sera disponible donc en France dans les prochaines semaines. On va faire une courte pause, et comme ça nous laissera un peu de temps ensuite pour évoquer donc les autres films américains dont on vous parlait. On va écouter notamment... Alors, qu'est-ce que tu as choisi finalement ? C'est un petit extrait de Ferrari, puis après un petit morceau de cet artiste dont tu vas dire le nom. Oui, Joe Stafford. Alors, c'est un morceau extrait de la bande originale de Carole, qui est un morceau magnifique, qui se base sur une mélodie de Chopin, que Gainsbourg lui aussi avait exploité ensuite. Et qui est la bande originale de Carole par Carter Barwell, et puis les morceaux choisis par Don Haynes. C'est merveilleux, je conseille à tout le monde. C'est merveilleux, en même temps c'est bouleversant et c'est triste si vous voulez pas. On y reviendra, mais oui, Carole, c'est quand même un des plus grands films américains de ces 10 dernières années. Todd Haynes, on aime beaucoup Todd Haynes. Moi j'étais moins convaincu par May December, mais on va en reparler juste après cette pause, justement. On se retrouve après donc ces extraits de Ferrari, ce morceau de Joe Stafford et un petit extrait de Carole. Super. You haven't said a word. What is there to say? The newspapers, the radio, they have it all. They do?
Was he your friend, the young Castellotti? Was it your fault, the car's fault, his fault? Will you miss him? Does that bring the boy back? Why do you push like that? Why do you think? I know it matters to you. To me? 24 years ago this week, I lost two friends, Campari and Borzacchini, at Monza, in the metal I made. So I knew then it was Enzo, build the wall. Or Enzo, go do something else. No other love can warm my heart now that I've known the comfort of your arms. No other love, oh, the sweet contentment that I find with you every time, every time. No other lips could want you more, for I was born to glory in your kiss, forever yours. I was blessed with love to love you till the stars burn out above you, till the moon is but a silver shell. No other love, let no other love know the wonder of your spell. I was blessed with love to love you till the stars burn out above you, till the moon is but a silver shell. No other love, let no other love know the wonder of your spell. Harge, I want you to be happy. I didn't give you that. I failed you. I mean, we both could have given more, but we gave each other Rindy. And that is the most breathtaking, the most generous of gifts. So why are we spending so much time trying to keep her from each other? Now, what happened with Therese, I wanted, and I will not deny it or say that but I do regret, and I grieve for the mess we are about to make of our child's life. Now, we Harge are both responsible. So I think we should set it right. Now, I think that Harge should have custody of Rindy. Could I suggest we just take a break for a No, moment? Fred, would you let me speak? Because if you don't, I will not be able to cope. Now, I'm no martyr. I have no clue what is best for me. But I do know, and I feel it in my bones, what is best for my daughter. Now, I want visits with her, Harge. I don't care if they're supervised. I just want them to be regular.
You know, there was a time when I would have done almost anything. I would have locked myself away to keep Brindy with me. What use am I to her, to us, if I'm living against my own grain? So that's the deal. I cannot negotiate anymore. You take it or leave it. But if you leave it, we go to court. And if we go to court, it'll get ugly. And we're not ugly people. On a pu entendre un morceau extrait de la bande originale du Carol de Todd Haynes, l'un de ses très grands films. Il est aussi responsable, donc c'était un morceau de Joe Stafford qui date des années 50, No Other Love. Vous avez pu reconnaître la mélodie de Chopin, en effet, qui a été aussi exploitée par Gainsbourg, comme je disais. Todd Haynes, on en parlait pendant la pause. Moi, je suis très embarrassé. J'aurais beaucoup de mal à parler de May December. Donc, c'est avec Nathalie Portman et Julianne Moore, qui se base sur une histoire vraie, si je dis pas de conneries. Donc, c'est l'histoire d'une femme d'âge mûr. C'était une prof, si je dis pas de bêtises d'ailleurs, qui a eu une histoire d'amour avec un de ses élèves qui avait 12 ans au début de leur histoire, qui a été puni par la loi pour ça, ce qui l'a pas empêché du coup d'avoir elle est allée en prison, je crois, et après en sortant de prison, ils ont continué leur histoire. Voilà, ils continuent leur histoire, et une actrice, donc leur histoire va être adaptée au cinéma, et une actrice interprétée par Nathalie Portman va aller à sa rencontre pour la connaître avant d'aller jouer justement pour un téléfilm, si je dis pas de bêtises, ou même en tout cas pour jouer son rôle. Ouais. Elle va la rencontrer, passer un peu de temps avec elle pour essayer de la comprendre, voir ce qui se passe avant de, voilà, c'est le travail de l'actrice. Elle va rencontrer le personnage qu'elle est censée interpréter. Et elle va passer un peu de temps avec elle, essayer de la comprendre, de la connaître, pour pouvoir jouer au mieux son rôle. Et on a affaire à des personnages qui sont... on démarre avec plutôt une suspicion concernant le personnage de Julianne Moore, donc qui joue cette femme qui est sortie de prison, qui a cette histoire, en se disant que elle a une histoire quand même avec un enfant. Enfin, il avait 12 ans en fait, et c'est vrai que tu te dis ce serait un homme qui aurait eu cette histoire-là avec une jeune fille, ça serait vraiment... Il n'y aurait pas eu de film. Il n'y aurait pas eu de film déjà. Non, mais aujourd'hui, voilà, c'est impressionnant, et on parlera. C'est vrai qu'au même moment sortait le film de Sofia Coppola sur Priscilla Presley, et c'est pareil, Priscilla, quand elle rencontre Elvis Presley, je crois qu'elle a 13 ou 14 ans en fait, c'est montré dans le film d'ailleurs, avec justement ce personnage extraordinaire qu'est Elvis. Et c'est le rêve en fait un petit peu quoi. Et donc il y a ces deux films là qui sortaient en même temps. C'est vrai que moi j'ai vu les films ensemble quasiment quoi. C'était assez intéressant, et c'est vrai que là du coup pour le May December, on a cette femme d'âge mûr avec cet enfant. On les retrouve, nous quand on les voit, il est plus enfant, même s'il a encore un visage justement, le casting est exceptionnel, parce que cet homme est censé avoir plus de 30 ans, ouais. Et on saurait pas dire si en effet il en a 15 ou s'il en a 40. C'est assez exceptionnel, mais bon, bref, cette femme a une histoire avec un adolescent. Voilà, ça passe. Bon, ça passe. Non, c'est pas passé. Hein. Justement, elle a fait de la prison. Mais en effet, on ferait pas un film si c'était l'inverse. En tout cas, ça serait vraiment. Ça serait plus compliqué, ouais. Et donc, forcément, on est dubitatif, nous, en tant que spectateur, sur ce personnage. Je dis, voilà, ce qu'elle a fait, c'est pas bien. Et finalement, au fur et à mesure, ça se retourne un peu, parce que leur histoire à eux aujourd'hui, qu'on voit nous au présent, alors que lui il est adulte, qu'ils ont des enfants, que voilà, tout se passe bien, et puis du coup cette actrice débarque. Et c'est au final elle qui va devenir de plus en plus problématique aussi. En tout cas, moi, en tant que spectateur, c'est cette actrice qui s'immisce là-dedans et qui justement cherche un petit peu la problématique en fait. Qu'est-ce qui a fait qu'on ait que Julianne Moore, que le personnage de Julianne Moore a sombré là-dedans. Et moi, ce personnage de l'actrice, au fur et à mesure, me semblait de plus en plus problématique. Et je pense que c'était un peu le projet quand même de Todd Haynes de renverser. C'est-à-dire que ça se croise, tout se croise en fait. Et il y a personne, il y en a pas un pour sauver l'autre un petit peu quoi. Moi, j'ai pas ressenti ça. En tout cas, moi, j'ai l'impression que dès le départ, après le point de départ, moi, je connaissais pas le fait divers et je vois le point de départ, je me dis d'accord, soit ça s'est passé, c'était illégal, maintenant c'est légal,
voilà, pourquoi pas. Puis voilà, au début, moi, le film me fait un peu chier, même s'il y a des trucs qui m'intriguent. Mais j'ai pas le sentiment qu'il y a ce renversement-là, de Julianne Moore qui serait plutôt bien, et puis plutôt pas bien au début, puis pas bien à la fin. J'ai plutôt l'impression quand même qu'il y a, au fur et à mesure que Nathalie Portman va interviewer va rencontrer tous les autres protagonistes, c'est-à-dire le fils d'un précédent mariage de Julianne Moore et tout ça, tu dis ok, c'est chaud quoi, ouais, c'est chaud. Et plus tu rencontres un peu le mari, donc ce jeune garçon prisonnier dans un corps d'adulte, où voilà, enfin tu dis ouais, d'accord, gros problème. Mais voilà, moi j'ai l'impression, enfin moi je trouve que le film est raté. Enfin, il est vraiment pas. Il y a pas de film. Enfin, je pense qu'il a pas réussi à saisir un truc. Je serais bien en peine de dire quoi. Mais par contre, les seuls éléments que je peux avoir, c'est de me dire, bah voilà, connaissant non plus pas très très bien la filmographie de Todd Haynes, je pense que j'ai vu tous ses films, enfin à l'exception de quelques-uns, mais j'ai vu tous ces films à l'exception de quelques-uns. Ça, c'est professionnel. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui voilà, dont je vois, enfin, il y a un truc qui est très saisissant chez lui et qui est pas en fait saisi vraiment qui est très saisi par les cinéphiles, mais pas trop par les spectateurs qui peuvent voir ces films en premier abord. C'est-à-dire que c'est quelqu'un où May December, par exemple, c'est vendu comme voilà, une sorte d'intrigue, une sorte de thriller un petit peu, d'enquête un petit peu familiale, plutôt classique, quoi. Alors que c'est un pur film postmoderne, dans le sens où c'est un film qui joue de forme cinématographique. Et Todd Haynes, c'est un peu ça. Todd Haynes, quand lui, il fait un film, il s'intéresse pas à la réalité en elle-même, il s'intéresse plutôt dans les représentations qu'a généré la réalité auquel il s'intéresse. Quand il fait Loin du paradis, il va s'intéresser à une histoire d'amour entre une femme d'une banlieue américaine et un noir, et il va s'intéresser, du coup, il va faire un pastiche du mélodrame hollywoodien à la Douglas Sirk. Quand il fait Carol, il va s'intéresser vraiment, et c'est très présent dans le film parce que voilà, le personnage de Rooney Mara est une photographe, donc elle-même elle a cette problématique de la représentation vraiment en tête. Elle va toujours s'intéresser, il va s'intéresser au regard, à la cristallisation que peut faire le regard sur quelque chose, quoi. Dans May December, on est carrément là-dedans parce qu'il y a une sorte d'esthétique un peu soap opéra avec cette sorte de photographie un petit peu surbrillante, je sais plus comment on appelle ça en termes de photographie, mais voilà, c'est ce truc un petit peu flashé un petit peu sur toutes les surfaces et tout ça, très très lumineuse, pas un truc de surface tout net et tout ça, pas du tout une imagerie numérique, mais vraiment quelque chose qui serait plus de l'ordre du soap opéra des années 80-90, et avec un accompagnement musical qui est lui-même aussi très télévisuel, avec ce thème de Michel Legrand repris du film de Lozay, qui va revenir de façon très très appuyée. Donc il y a un côté très postmoderne, très réflexif, très méta. Je joue avec les codes du cinéma là-dessus. Et en fait, donc du coup, tu dis, moi ça m'induit tout de suite dans une posture cérébrale. Je me dis, bah voilà, donc là ça va parler de cinéma, et donc le personnage, là où le film pourrait être intéressant, c'est que de se dire, bah on a quelqu'un qui est effectivement une actrice, donc ça peut induire là-dedans. On a un personnage qui est de Julianne Moore, qui est finalement aussi une metteur en scène de quelque chose, parce qu'elle simule, elle veut créer une sorte de surface de soap opéra, c'est-à-dire de vie familiale parfaite, c'est à la maison et tout ça, tout va bien, c'est génial, avec des micro-événements mais rien de bien dramatique, et un acteur qui est là-dedans, qui est miscasté, c'est-à-dire qui est pour moi la grande réussite du film. Enfin, le seul truc qui m'a procuré quelque chose émotionnellement, c'est cet acteur dont malheureusement là j'ai oublié le nom, mais qui joue du coup le rôle du mari, et qui est impérial. Enfin, tu l'as dit, c'est quand même comme si il joue hyper bien le gamin de 15 ans bloqué dans un corps d'un mec qui en a quasiment 40, quoi. Et là-dessus, il y a un truc qui est très troublant, où on retrouve le trouble qui me paraît assez être le propre de beaucoup du cinéma de Todd Haynes, qui joue vraiment avec cette idée-là, qui cherche ça, par des moyens un peu méta, mais il cherche ça. Là, il le trouve,
Mais sinon, moi, je ferais que la partie Nathalie Portman, pour le coup, moi, peut-être parce que l'actrice m'énerve au plus haut point, mais je suis pas du tout sensible, quoi. Pour terminer sur ce film, je pense qu'il y a quand même quelque chose où il arrive à faire ce qu'il a envie de faire, Todd Haynes. C'est que formellement, tout ce que tu viens de dire est vrai, et ça s'accorde avec aussi une autre idée un petit peu plus théorique qu'il peut avoir et qu'il a développé dans certains de ses films, c'est-à-dire que tous ces personnages doivent avoir différentes facettes. Et donc évidemment ça passe par en termes de forme par une forme un peu de postmodernisme ou parfois du pastiche ou des choses de ce genre qui peut, et c'est peut-être ce qui m'a gêné aussi avec le film, c'est-à-dire que où tu peux avoir parfois l'impression qu'il prend un peu trop de recul par rapport à la forme et qui joue de ça, et ce qui moi me fait ressortir un peu du film. Pour un film comme Carol, ça fonctionne à fond parce que il part sur le mélodrame et il y croit à fond, et il n'y a pas trop de décalage. Mais pour un film comme May December par exemple, ou comment s'appelle le film avec les merveilles, ça me pose plus de problème. Et parfois ce travail qu'il peut faire sur les différentes facettes est vraiment pertinent, et le meilleur exemple c'est quand même son biopic sur Bob Dylan, qui est sans doute l'un des meilleurs biopics qui a été fait, puisqu'il avait bien conscience, voilà, on peut pas résumer en 2 heures la vie d'un personnage, encore moins celle d'un Bob Dylan. Donc voilà, pour représenter cette personnalité, on va le faire interpréter par 7 acteurs différents, par exemple, dans 7 formes différentes. Et encore, ça ne sera pas suffisant, mais c'est pour montrer justement l'incapacité du cinéma justement à représenter une histoire comme ça. Il y a vraiment on peut retrouver ça, je pense, dans à peu près tous ces films, hein. C'est-à-dire que c'est l'incapacité de pouvoir représenter la véracité, la réalité en fait d'une histoire. Et celui-là, May December, rentre encore là-dedans. Moi, il m'a pas procuré d'émotion, mais je pense que ça reste dans cette idée-là de l'incapacité de pouvoir comprendre en fait la vie, l'expérience de quelqu'un, même si justement ce personnage d'actrice là va chercher à comprendre, elle va aller jusqu'à coucher avec du coup cet homme enfant pour participer alors c'est problématique, comme pourquoi est-ce qu'elle fait ça, comment est-ce qu'elle fait ça, c'est problématique, mais en tout cas voilà, c'est l'impossibilité de cerner en fait l'expérience et la vie de quelqu'un, et il continue de rentrer dans cette idée-là. Et donc finalement bah voilà, c'est réussi, mais voilà, c'est juste que j'ai pas eu les émotions que ces autres films ont pu me procurer, et même sans parler d'émotions, puisque le film de Bob Dylan c'était pas forcément c'était des émotions différentes quand même, mais par contre, en termes de récit, justement de montrer comment est-ce qu'on ne peut pas raconter la vie de quelqu'un, ou alors on raconte un sentiment, justement, ce qu'on peut essayer de capturer, c'est un sentiment. Et est-ce qu'on peut le trouver, ce sentiment-là, malgré tout, quoi. C'est problématique, c'est compliqué, et ça dépend du coup du spectateur. J'aurais beaucoup de mal à en dire un peu plus sur ce film de Todd Haynes, May December en tout cas, qui est sorti au cinéma. On a un peu de temps encore pour évoquer, et dans le même esprit justement, hein, puisqu'on a affaire à un biopic, le Priscilla de Sofia Coppola, qui est pas une cinéaste, moi, qui me touche particulièrement. Qui te touche plus, tu veux dire? Mais non, mais parce que j'ai revu du coup Virgin Suicide il y a quelques semaines après avoir vu Priscilla, et j'ai été en fait, j'espère, enfin, je l'avais pas vu depuis 15 ans et je m'attendais à verser des larmes, machin. Et en fait, Virgin Suicide m'a profondément fait chier. Je trouvais ça assez mauvais, en fait, à ma grande surprise. Et, en plus, j'entendais tellement de gens dire que c'était vraiment son chef-d'œuvre, son premier film, son premier chef-d'œuvre, son dernier. Non, ça m'a fait chier. Et alors que Priscilla, à ma grande surprise, m'a beaucoup plu. C'est peut-être son meilleur film. À mon avis, hein, Priscilla est le meilleur film de Sofia Coppola aujourd'hui.
Au départ, je l'ai regardé vraiment en me disant, je le regarde en oubliant que c'est un film de Sofia Coppola parce que j'avais vraiment pas aimé ces derniers, même si les proies étaient pas si mauvais que ça du tout. Hein. Il avait fait un remake de Don Siegel, c'est scandaleux. C'était un peu nanar 2, mais il y a des trucs hyper intéressants. Mais en fait, c'était pas, voilà, c'était couillu et c'était pas si raté que ça du tout, quoi. Mais bon, bref, j'espérais vraiment rien d'un film de Sofia Coppola et je l'ai regardé, Priscilla, en me disant, bon, bah, j'oublie que c'est un film de Sofia Coppola. Je regarde ça pour ce qu'est le film en lui-même, en oubliant ses interrogations à elle, parce que le film, évidemment, reprend toutes les thématiques qu'elle peut appuyer très fortement depuis les jeunes filles seules, voilà. enfermées entre quatre murs. Une jeune fille sous une bulle qui doit lutter et qui cherche à sortir de sa bulle. Très bien. Bon, on retrouve évidemment tout ça, mais avec une jeune fille qui elle-même va s'enfermer dans cette bulle au départ, et puis bah voilà, qui se rend compte qu'elle a fait une connerie et qu'elle va en sortir. Donc c'est adapté de l'autobiographie de Priscilla Presley, la femme d'Elvis, qui a partagé quelques années quand même avec lui, qu'elle le rencontre quand elle a, en effet, entre 12 et 14 ans, je sais plus, en Allemagne. Et puis finalement elle va l'épouser. Bref. Le personnage de la femme de Priscilla, moi je trouve très très bien. Ça m'a touché justement, et c'était dans l'air du temps. Et de voir ça juste après Mid-December, il y avait vraiment quelque chose qui me touchait. Mais en fait, ce qui m'a le plus intéressé, c'est le portrait d'Elvis, qui est un personnage secondaire. Et en fait, c'est la meilleure fiction que j'ai pu voir sur Elvis, je pense. Surtout comparé à l'horreur qui est sortie il y a 1 ou 2 ans. Là, vois pas de quoi tu parles. Avec Butler, c'était nul. Il y a des très bons documentaires, je vais justement en parler rapidement après. Mais voilà, c'était l'un des meilleurs portraits d'Elvis que j'ai pu voir, avec justement ce personnage à la fois, au départ, naïf, et sa naïveté l'entraîne à avoir justement un comportement abominable avec sa femme, pas parce qu'il est mauvais en soi, mais sa naïveté et puis ce qui l'entoure, son succès, n'importe quoi, l'amène à être un mari abominable en fait, et puis un être exécrable avec cette femme, alors que c'est même peut-être la seule avec qui il peut en fait exprimer certaines choses, et même à son producteur, enfin son chef, le capitaine, il pourrait pas les dire, par exemple qu'il reçoit des scénarios nuls, abominables, que ça le déprime, il est en train de crever à petit feu. C'est la seule femme, c'est la seule personne avec qui il peut exprimer ce genre de choses, mais malgré tout, bah ouais, il la traite comme de la merde, ce qui va la pousser à partir. Et en fait, cette représentation de ce personnage d'Elvis dans la fiction, bah non, on la voit pas trop, ou alors de façon vraiment exagérée, et on n'y croit pas en fait. Dans le film de Carpenter avec Kurt Russell par exemple, moi j'y crois pas à sa relation avec sa femme. Ouais. Dans le film avec Butler, c'était pareil. Et il y a des très bons documentaires. Voilà, je termine là-dessus du coup, parce qu'on a assez peu de temps. Pour ceux que ça intéresse quand même, moi je conseille au moins 2 documentaires consacrés à Elvis. Le premier, c'est, je crois, That's the Way It Is. Au moins pour la première partie, c'est un documentaire qui retrace son retour dans les studios à la fin des années 60, après justement sa période cinématographique qui était lamentable. Et en fait, il va enfin retourner dans les studios et préparer une nouvelle tournée, et tu le vois travailler avec ses musiciens. Donc on voit le travail d'Elvis, on le voit prendre du plaisir à retourner en studio, et puis abandonner toute cette série de films tous lamentables, même s'il tourne avec des grands cinéastes, il tourne avec Don Siegel ou des gens comme ça. Mais voilà, et voilà son plaisir de retourner en studio. Donc ça, je conseille. Et pour ceux qui s'intéressent un petit peu à la musique et à Elvis en particulier, il y a un documentaire qui est sorti il y a moins de 10 ans en tout cas, qui s'appelle The Searcher, qui dure 3 heures, qui revient vraiment sur la musique, sur le rapport d'Elvis avec la musique, qui est vraiment super. Donc je conseille ça. Et s'il me reste un tout petit peu de temps, du coup j'enchaîne. Il me reste 2 minutes. Je vais peut-être pas parler de The Greatest Night in Pop
tout de suite du coup parce qu'on est à la fin. Mais ça aurait pu voir, voilà, ça pourrait avoir le coup quand même d'enchaîner. Tant pis, on gardera ça pour une prochaine fois. On n'a pas le temps. Sofia Coppola en tout cas avec Priscilla, moi elle me propose. Oui, moi il me reste une minute. Oui, il te reste une minute. Moi en fait moi Sofia Coppola c'est pas non plus une cinéaste de chevet. Moi j'aime toujours beaucoup Virgin Suicide que j'ai revu il y a pas si longtemps que ça. Et je me suis demandé pourquoi celui-là ça tenait la route et par rapport à d'autres ou pas du tout, j'ai l'impression. J'ai pas vu Lost Translation par exemple moi. Et je me suis dit Virgin Suicide, ce qui est super c'est que le regard il est médiatisé. En fait c'est un peu comme ça peut rejoindre un petit peu les problématiques qu'on avait pu un peu survoler avec Todd Haynes, c'est-à-dire que voilà, quand tu regardes un personnage à travers le regard de quelqu'un d'autre, voilà, ça le fait. Et Virgin Suicide, les personnages un petit peu éthérés des jeunes femmes, ça marche plutôt bien. Leur côté un petit peu archétypal, un petit peu imagerie, parce qu'il y a ça chez elle aussi, ça marche parce que en fait c'est médiatisé par le regard des garçons qui les observent de loin à travers la porte, quoi, enfin à travers la fenêtre. Et moi il y a un truc qui m'a beaucoup intéressé dans Priscilla, c'est un film qui m'a vraiment complètement emmerdé à tel point que j'ai même pas vu la fin encore, mais ça m'a intéressé le portrait des mecs et de Elvis. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis, mais de toute la bande de mecs qui les entourent. Oui. En fait, j'ai trouvé que la bande de mecs qui les entourait était filmée exactement comme des bimbos dans des films réalisés par des mecs. Oui. Et ça m'a fait vraiment penser à un moment, je me faisais un peu chier, je me disais, c'est génial, ces mecs-là, ils bougent comme dans The Anchorman 1 et 2, ou comme dans toutes les comédies, les parodies de boy club qu'on peut avoir dans la comédie américaine des années 2000-2010. Les bro club là et tout ça, les mecs qui font qui se balancent des bières et tout ça. Et c'est filmé de loin exactement comme dans des films comme ça de boy club où c'est les nanas bimbo comme en maillot de bain et tout ça en train de dandiner autour d'une piscine. Et ben là ça c'est les mecs qui font ça. Et ça m'a je me suis dit ça c'est intéressant. Et je pense qu'elle a réussi franchement, je pense que son Priscilla est très réussi. Faut oublier peut-être les films qu'elle a fait avant et voir ça comme un objet en soi. Et je pense que son Priscilla est vraiment réussi en fait dans cette représentation et sans mettre le personnage de Priscilla justement sur un piédestal. Elle rentre dans un jeu à un moment en fait. Et moi il y a une scène qui m'a marqué, c'est par exemple avant d'aller accoucher, donc elle est enceinte d'un degré, elle a les contractions, elle va aller accoucher. Non, elle va aller se mettre ses fossiles, elle va aller se maquiller, elle va se pomponner, bien s'habiller pour aller à l'hôpital. C'est elle qui décide de faire ça. Et il y a un moment, c'est la façon dont elle traite ses personnages. Tous les personnages, je suis elle m'a surpris en fait Coppola. Je pensais pas qu'elle était capable encore de faire un objet aussi pertinent. Il est temps de se quitter, malheureusement, et puis on reviendra très vite parce que du coup, on a toute une caisse de films dont on n'a pas pu parler. On se retrouve très très bientôt. Vous pouvez bien évidemment réécouter cette émission sur le site de Canal B en podcast et puis retrouver le lien sur tous les réseaux sociaux que le docteur utilise. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci Dr Moreau de nous avoir accueillis, d'avoir participé à cette émission. C'est très sympa de continuer à participer à cette émission. On se retrouve très bientôt. Merci à vous. Ciao. Des bisous. What do you have to drink, Jen? Oh, anything, you name it. How about you, Miss Lee? What? What'd you say? Do you want a drink? No, I don't want any. You better have one anyway. Make mine bourbon. How about it, Benjo? I have one too, Jeff. Hey, Baldy, send over some drinks, will you? Right, Jeff. Gangway, please. Gangway. Here's your steak, miss. Here's the other one. Who wants it? Here, I'll take it over here. Yes, sir. Give me some coffee, will you? You want some coffee, miss? No. That looks all right. So you got here just in time for the fireworks, huh? How can you do that? What? Eat that steak. Well, what's the matter with it? It was his. Look, what do you want me to do? Have it stuffed? Haven't you any feelings? Don't you realize he's dead? Who's dead? Yeah, who's dead? Joe. Joe? Well, who's Joe? Anybody know Joe? What's the matter with you? He was sitting here with us talking and laughing just a few minutes ago, and now he's... Take the news to Mother and tell her there's no other. You... Well, how do you like that? Wait a minute, you little fool. Why don't you use your...
Oh, come on, stop it. I don't know how you can act like this with that poor kitty. Yeah, I know, he's dead. Yes, he's dead. That's right. And he's been dead about 20 minutes, and all the weeping and wailing in the world won't make him any deader 20 years from now. If you feel like bawling, how do you think we feel? Oh, I'm so... Come on. Go on outside and walk around, and stay there until you put all that together.